Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Les Guignols de l'Info fêtaient hier leur 20e anniversaire. 20 ans, cela nous ramène en 1989. M. Mitterrand venait d'être réélu l'année précédente pour un deuxième mandat. Il avait désigné M. Michel Rocard comme Premier ministre, et celui-ci s'apprêtait à mettre en œuvre sa géniale création, la CSG, Contribution sociale généralisée, qui commençait au taux de 1,1%, allait poursuivre sa brillante ascension jusqu'au taux actuel de 7,5%, auquel se rajoute 0,5% de la CRDS, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, ce qui fait donc au total 8%, sans compter d'autres prélèvements annexes. Et nous en sommes arrivés, 20 ans après, à la coquette somme de 80 ou 85 milliards, selon les dernières estimations, ce qui en fait évidemment et de loin le premier impôt direct français, impôt qui d'ailleurs n'en est pas un, puisque selon la justice européenne et selon l'action que nous avons menée, n'est qu'une contribution sociale et à ce titre est appelée à disparaître. Ce n'est pas le sujet que je voudrais traiter aujourd'hui, mais simplement me pencher sur ces 20 années et vous demander ce que vous en avez retenu. Certainement pas beaucoup de bons souvenirs, et en tout cas aucun de ceux qui, plus tard, vous font pencher la tête avec tendresse en disant c'était le bon vieux temps. Non, ça n'était pas le bon vieux temps, même si les temps qui viennent risquent de ne pas être bien meilleurs en raison de la crise et en raison du fait que la situation de la France n'a cessé de se dégrader au cours de ces années. Mais quand on se penche sur ce qu'a été cette période de notre histoire et l'image qu'en ont donné les Guignols, on se dit que vraiment, à titre de Guignol, il est difficile de faire mieux. Nous avons eu les hommes politiques les plus médiocres qui se puissent imaginer. On n'est pas médiocre dans l'absolu, on est médiocre par rapport à une situation. Par des temps calmes, par des temps ordinaires, ceux qui ont accédé aux plus hautes responsabilités auraient pu passer pour de nets gestionnaires. Mais par les temps difficiles que nous avons connus et que nous connaissons encore, ils apparaissent comme très inférieurs, et je suis particulièrement indulgent, inférieurs à leur mission. Que s'est-il passé au cours de ces années pour la France ? Eh bien, la France n'a pas cessé de fuir devant les réalités. Nous avons fui devant l'immigration, qui n'a pas cessé de se développer, au point qu'aujourd'hui on en est à se dire qu'il faudrait peut-être faire des statistiques. Encore le fait-on avec une prudence de lion, car il n'est pas question, bien entendu, de faire des statistiques qui seraient dignes de son nom, mais de demander à ceux qui voudraient bien participer à cet effort de statistique comment ils se voient. Alors certains pourraient dire je me vois grand, fort, beau, magnifique, d'autres diront moi j'ai un complexe d'infériorité, enfin tout ceci est absolument ridicule, on se cache derrière son petit doigt pour dissimuler une situation que chacun est obligé de reconnaître aujourd'hui, la population de la France a changé. Dans le même temps, on n'a rien fait, bien entendu, pour intégrer ceux qui venaient. Est-ce qu'on peut reprocher à ceux qui viennent de vouloir bénéficier d'un certain nombre de choses pour lesquelles ils n'ont en rien contribué ? On ne peut pas le leur reprocher, puisqu'ils peuvent toujours nous dire « mais vous nous avez laissé entrer, nous ne sommes pas entrés, pour beaucoup d'entre nous, illégalement, et donc nous n'avons rien, absolument rien à nous reprocher ». Je dirais que ce type d'argument n'est pas forcément irrecevable. Il appartient à ceux qui sont chez eux, en tout cas au moins au départ, de dire, eh bien, pour rentrer chez nous, il faut réunir un certain nombre de conditions que nous fixons et que nous pouvons fixer d'une manière tout à fait sereine, mais en tout cas, il ne suffit pas de passer la frontière pour pouvoir bénéficier immédiatement du statut de Français avec tout ce qui va avec. Donc, l'immigration s'est développée d'une manière telle d'ailleurs qu'aujourd'hui, on en est arrivé dans certains quartiers à ce que les événements qui se déroulent, c'est-à-dire ce qui était au départ des contestations musclées, des vols et des incendies de voitures, deviennent maintenant purement et simplement des agressions avec armes à feu contre les forces de l'ordre. Et aujourd'hui, on lit dans la presse que les forces de l'ordre, souvent, hésitent même à se déplacer lorsque l'affaire n'est pas d'une gravité exceptionnelle, mais comment le savoir tant qu'on n'y est pas allé. Bref, la situation est dramatique dans 700, 800, 1000, 1200 peut-être quartiers dits à risque, quartiers difficiles, et elle est appelée à le devenir partout.
Car enfin, est-ce qu'on imagine que cette situation va se cantonner dans un certain nombre de banlieues? Évidemment non. Regardez ce qui se passe à Paris. Rien n'est plus simple que de venir dans le centre de Paris ou dans le centre d'autres grandes villes de province par les moyens de transport en commun qui déversent immédiatement toutes les foules nécessaires et souhaitées aux endroits où ils souhaitent se rendre. Donc nous sommes effectivement, tant que l'ordre n'aura pas été rétabli en France, nous sommes dans une situation de très grand danger. Regardons maintenant ce qui s'est passé au plan financier. Toutes ces années ont été des années de dette constante, puisque nous n'avons jamais réussi à diminuer nos dépenses publiques. Il est d'ailleurs extraordinaire de noter que le simple fait de parler de diminution des dépenses publiques apparaît comme une incongruité aujourd'hui. Regardez dans les différents plans de relance, il n'y en a pas beaucoup, il y en a eu 2 ou 3 que M. Sarkozy a présentés à l'opinion publique. Qui, à un moment quelconque, parle de réduire les dépenses? Absolument pas. Il y a eu une petite réduction, paraît-il, de dépenses publiques, mais elle est pratiquement inaperçue. Elle va représenter 700 ou 800 millions d'euros par rapport aux 25 ou 30 milliards, un peu plus ou un peu moins, selon qu'on compte ou pas l'apport fait aux banques. Bref, dépenses publiques, réduction epsilon. C'est une situation très grave, car nous avons actuellement une dette qui avoisine les 1300 milliards d'euros, sans compter bien entendu les 900 ou 1000 milliards que nous devons au titre des retraites des fonctionnaires. Et cette situation ne fait que s'aggraver, puisque dans l'année qui est en cours actuellement, 2009, nous allons encore dépenser 100 milliards de plus, et même sans doute davantage, que l'État n'encaisse de recettes, sans compter bien entendu le déficit de la sécurité sociale qui va aggraver la dette d'encore 20, 25 ou 30 milliards. Il est encore trop tôt pour le savoir exactement, mais ce sera au moins ces chiffres. Donc voilà ce qui s'est passé au cours de ces années. Des politiciens irresponsables, une chienlit qui ne cesse de se développer, des impôts et des taxes qui ne cessent de s'alourdir, une situation économique qui devient désespérée dans la mesure où on ne peut rien faire, absolument rien, face à une situation qui voit des gens impécunieux faire face à des entreprises qui n'arrivent plus à faire leur chiffre d'affaires et qui donc ensuite sont contraintes de licencier, tout simplement parce qu'on ne peut pas, quand on est une entreprise, travailler à perte durablement. Voilà quelques vérités qu'il faut rappeler, et je sais que vous les connaissez très bien, puisque ceux d'entre vous qui nous font l'honneur de nous suivre depuis pas mal de temps savent qu'inlassablement nous avons dénoncé ces dérives, et qu'inlassablement nous avons appelé les Français, les citoyens, à réagir contre ces dérives. Aucune solution politique au cours de ces 20 années ne s'est dessinée. La dernière en date, celle qui a vu M. Sarkozy accéder à l'Élysée, a été une véritable tromperie. M. Sarkozy est arrivé avec l'idée de rupture qui n'avait en réalité aucun contenu, mais qui sonnait agréablement aux oreilles d'un nombre important de Français qui voyaient effectivement qu'une rupture était nécessaire avec ce qui s'était passé précédemment. Mais quand on creusait un peu, et je dois dire que nous nous y sommes efforcés pendant la campagne électorale présidentielle, mais nous n'avons pas pour autant eu l'oreille d'un nombre important de Français dans la mesure où il y avait une espèce d'illusion qui voulait absolument s'accomplir, mais cette rupture n'avait aucun contenu. Le programme de M. Sarkozy, qui d'ailleurs n'était ni meilleur ni pire, en tout cas il n'était pas moins mauvais que celui de Mme Royal, ce programme n'avait strictement aucun contenu, et on l'a bien vu, puisque dès que M. Sarkozy est arrivé au pouvoir, il a pris quelques mesures dont certaines peuvent paraître sympathiques, le fait de baisser un certain nombre de prélèvements obligatoires à la marge n'est jamais négatif, mais enfin tout ceci était largement insuffisant, et surtout, il n'a pas touché à ce qui fait l'essentiel du mal français, son système social qui distribue chaque année 560 milliards d'euros. Voilà le mal français, voilà ce qu'il faut changer si l'on veut que la France reparte du bon pied. Ce ne sera pas le cas avec le pouvoir actuel. Je ne crois même pas que ça puisse être le cas avec quelques pouvoirs qui s'installeraient dans le système actuel. C'est impossible. Il faut, quel que soit le mode d'élection, quels que soient les détails constitutionnels, quelle que soit la manière de procéder, il faut
qu'une nouvelle vision de la France et du monde s'impose dans notre pays. Il est vraisemblable que ça ne sera pas possible sans un véritable choc. Nous savons bien qu'en France, seuls les chocs permettent de changer. Aucune réforme n'est possible, seules les révolutions, avec tous les risques qu'elles comportent, peuvent changer les choses. De ce point de vue-là, on pourrait presque être optimiste, car les faits qui se profilent devant nous sont beaucoup plus porteurs de révolution que de réformes, et effectivement, le mécontentement est en train de monter, et l'on voit y répondre par des propositions aussi folles que celle de M. Méhaignerie, qui ne juge rien de plus urgent que d'augmenter les impôts des plus riches, alors même que c'est de la pure et simple démagogie, puisque même si on partageait la totalité des revenus des plus riches, cela ferait quelques centimes d'euros pour chacun des Français, mais en réalité, il s'agit de trouver des boucs émissaires. Je ne suis pas le défenseur des riches, je ne suis pas moi-même riche, et donc je n'ai aucune raison de prêcher pour cette chapelle, à ceci près que, comme le dit le proverbe chinois, quand les riches maigrissent, les pauvres meurent, et les pauvres, je n'ai pas du tout envie qu'ils meurent, car ce sont des compatriotes. Donc nous devons, nous qui sommes conscients de tous ces faits, nous devons inlassablement continuer à prêcher pour le changement. Ce changement, ce vrai changement, passera inévitablement par le changement des hommes. Aucun des hommes qui ont participé au système, peu ou prou, n'est vraiment à même de conduire ce changement. Ne serait-ce que parce qu'ils ont des réflexes impossibles à maîtriser. Quand il se passe un événement quelconque, ils répondent par administration augmentée, taxes, répression. Voilà le triptyque de la gouvernance actuelle. C'est un triptyque qui est fou, car dans un monde ouvert et dans un monde où l'information circule, il est bien évident qu'on ne peut pas durablement gouverner de cette manière. Le peuple, à un moment ou à un autre, se révolte. C'est d'ailleurs la crainte des hommes politiques actuels. J'entendais dimanche M. Fabius, à qui un journaliste demandait s'il prévoyait une révolte populaire, et qui, dirigeant socialiste, disait « je la crains ». Et voilà, nous en sommes arrivés au stade où les hommes politiques qui se disent de gauche, et ceux qui se disent de droite ne valent guère mieux, craignent la révolte du peuple, et celle-ci, inévitablement, va se développer, avec les risques que cela comporte. Restons lucides, restons mobilisés surtout, car la France va avoir besoin de nous. Restons, en outre, déterminés à ne pas céder aux menaces, aux intimidations, ni à l'intox que délivrent un bon nombre de médias. Et les guignols n'échappent pas à cette critique lorsqu'ils présentent, par exemple, le président américain, l'ancien, Bush, comme un benet, alors qu'on peut lui reprocher certes un certain nombre de choses, mais il était le président le plus diplômé de l'histoire américaine. Alors, évidemment, les guignols, qui eux ne le sont peut-être pas, leurs auteurs sont peut-être un petit complexe intellectuel, on ne sait pas. Enfin, toujours est-il que s'il leur arrive de nous faire rire, il leur arrive aussi de nous faire dire et de nous faire penser que la moquerie en France n'est quand même plus au niveau où elle a pu être dans le pays que l'on disait le plus intelligent de la Terre et le peuple le plus intelligent de la Terre. Quoi qu'il en soit, les guignols nous ont donné au moins l'occasion de nous pencher sur 20 ans de notre histoire. J'espère que ce tableau ne vous aura pas trop gâché la journée. Et en tout cas, gardez confiance, gardez courage, vous allez en avoir besoin. Nous tous allons en avoir besoin. À bientôt. Vive la France!